Notre objectif est de faciliter la compréhension par l'information, la sensibilisation et la vulgarisation des détails des procédures, des programmes d'immigration et d'établissement en faisant intervenir les différents acteurs. Un vaste auditoire composé dans sa grande majorité de francophones d'Afrique et d'Europe. L'immigration FM ambitionne d'être un promoteur de l'immigration francophone au Canada et un vecteur d'intégration culturelle pour les nouveaux arrivants. Pourtant, c'est nous, en Afrique. On les appelle comment? Coopérants. Mais ici, ils nous appellent comment? Mandjunga. Donnez-moi encore un whisky avant de mourir. À tous mes amis d'Afrique. Chauffez, balancez, chauffez, balancez, chauffez, balancez. Vous êtes en direct sur Immigration FM. Mesdames, Messieurs, bienvenue à notre émission hebdomadaire de ce samedi 10 février 2024 autour du thème délai excessif du regroupement familial au Québec. Les familles qui n'arrivent plus à dormir sur les deux oreilles, c'est la consternation et l'imbroglio procédural. Une situation confuse et d'une grande complexité. Selon le collectif Québec Unifié, c'est environ 1800 familles qui continuent de souffrir le martyre. En dépit des cris d'orfraie, les délais pour la réunification familiale au Québec sont désormais de 42 mois, pourtant de 12 mois dans les autres provinces du Canada. En dépit des cris d'orfraie, le gouvernement du Premier ministre québécois François Legault reste de marbre. Pas un signe du printemps du côté du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration dirigé par Christine Fréchette. Face à l'hydre des délais extensifs du regroupement familial au Québec, les conséquences sont désastreuses sur les plans psychologiques, physiques et physiques. La dépression s'installe, sur les visages des victimes se lisent l'angoisse, le désespoir et la désolation. Pour en parler ce matin, nous recevons sur l'Immigration FM le professeur Acha Sidani, gastro-entérologue et chercheur au Centre hospitalier universitaire de Montréal, professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal, membre du collectif Québec Unifié. Docteur Acha, bonjour. Oui, bonjour. Soignez-vous toujours avec compassion et expertise la population québécoise malgré tout. Ben oui, c'est la mission que je me suis donnée, et puis c'est la vocation que j'ai. Et puis, évidemment, je suis tout à fait à 100% dédié à cette mission. J'ai quand même fait 18 ans d'études universitaires pour pouvoir en arriver à une expertise que je peux donner à la population québécoise. Et puis, bien sûr que c'est quelque chose que je veux continuer à faire pour de nombreuses années encore, malgré l'attente du regroupement familial. En clair, vous êtes toujours fidèle à votre serment d'Hippocrate. Absolument. Docteur Acha, avez-vous aussi un problème de santé mentale du fait de cet étirement des délais de traitement des demandes en lien avec le regroupement familial? Qui n'en a pas avec autant d'attentes, hein? C'est pas facile. Bon, quand on parle de problèmes de santé mentale, il y a tout un spectre, hein? Ça peut être très varié. Ça peut être d'un peu d'angoisse, un peu de stress, une petite déprime de temps en temps, jusqu'à des troubles qui sont graves comme la dépression majeure, l'anxiété généralisée, le trouble de panique, jusqu'à aller aux idées suicidaires, ce qu'on espère ne vont pas arriver. Mais c'est tout un spectre, et donc je pense que toute personne qui est en processus de regroupement familial au Québec, avec la situation qui se vit actuellement, le sentiment d'injustice qu'ils ont, toute personne a au moins ressenti de l'angoisse ou de la dépression ou des symptômes dépressifs au courant des derniers mois. Ça, c'est pas mal clair, là. Et moi inclus,
Moi, mon épouse est à quand même est à quand même plus de 10 000 kilomètres d'ici. Je la vois peut-être à tous les 3 mois. C'est pas facile, puis l'angoisse s'installe de part et d'autre, chez moi et chez mon épouse également. Nous y reviendrons. Mhm. Vous êtes d'origine libanaise et citoyen canadien né à Montréal. Depuis juin 2023, vous n'arrivez pas à parrainer votre épouse qui habite actuellement à Dubaï. Est-ce que vous êtes choqué? Est-ce que vous pouvez raconter à nos nombreux auditeurs qui vous écoutent actuellement à travers le monde, votre histoire personnelle concernant ce parrainage? Oui, absolument. Donc, mon histoire personnelle, bon, d'abord, oui, comme vous l'avez mentionné, je suis d'origine libanaise et citoyen canadien. Donc, mon histoire personnelle, je suis immigrant de deuxième génération, c'est-à-dire que mes parents se sont installés au Québec, qui à l'époque était beaucoup plus accueillant envers les immigrants, hein, au courant des années 70. Et puis, donc je suis né moi dans les années 80 et dans un contexte tout à fait différent du contexte actuel. Et donc je suis né au Canada, j'ai vécu une bonne partie de ma vie au Canada, au Québec. J'ai vécu peut-être 7-8 ans au Liban pendant mon enfance, mais sinon la grande majorité de mon temps, j'ai vécu ici au Québec et ici à Montréal même. Et donc et donc là, j'ai rencontré mon épouse lorsque j'étais en voyage à Dubaï pour donner des conférences. Et j'ai de la famille qui habite là-bas aussi. J'ai une cousine. Dans un cercle d'amis, ben, j'ai rencontré ma future épouse. Et puis je suis tombé amoureux l'un de l'autre. C'est une jeune dame qui vient de Russie, qui a quitté la Russie il y a à peu près, il y a plus de 10 ans, qui s'est fait une vie et un travail, une carrière là-bas. Et donc, on s'est rencontrés, on a trouvé des affinités entre nous. Et comme vous le savez, l'amour, c'est quelque chose qui ne s'explique pas toujours et qui n'est pas toujours rationnel. Et on est tombé amoureux l'un de l'autre. Et donc, nous avons décidé de nous marier et que je fasse le parrainage pour qu'elle vienne vivre avec moi. Euh, Parce que c'était, en théorie, lorsqu'on a fait notre demande de parrainage, c'était quelque chose qui était tout à fait envisageable et on ne prévoyait pas la tempête des délais du regroupement venir, là. Est-ce que vous vous sentez discriminé, docteur Achard? Bien sûr, hein, comme je me sens tout à fait discriminé dans ce Québec actuel. Donc, je me sens d'abord discriminé en tant que Québécois dans le Canada, puisque comme vous le savez, dans le reste du Canada, le processus de parrainage est quelque chose qui est relativement facile, avec des délais qui sont de 10 à 12 mois. C'est sûr que c'est quand même un délai qui peut aller jusqu'à 1 an, mais c'est rien comparé à ce qu'on vit au Québec. Et donc, en tant que citoyen canadien, après tout, hein, au Québec, on fait encore partie du Canada. Je me sens tout à fait discriminé en tant que Québécois au Canada. Et ensuite, je me sens discriminé dans notre société québécoise actuelle qui pense que quelqu'un comme moi qui a rencontré quelqu'un à l'étranger, qui a épousé quelqu'un de l'étranger, n'a pas les mêmes droits, un citoyen comme moi n'a pas les mêmes droits qu'un autre citoyen de vivre avec sa famille. Et c'est vraiment désolant. Québec Réunifié aurait réalisé un sondage auprès de 408 personnes en cours de parrainage au Québec. Il en ressort que 97% des répondants présenteraient des symptômes dépressifs cliniques et 73% de l'ancienneté. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage en tant que spécialiste? Oui, absolument. Donc, à la réalisation de ce sondage avec les membres de Québec Réunifié, qui est une équipe extraordinaire, qui est une équipe très professionnelle et très douée. Et donc, ils ont monté un questionnaire, puis j'ai participé à la réalisation et à l'interprétation. Puis dans le fond, ce qu'on voit, c'est
Donc, d'abord, un plus petit échantillonnage et on a et puis les résultats préliminaires étaient tellement frappants, hein, comme vous l'avez mentionné, 97% de dépression, 73% d'anxiété. On se dit, est-ce que c'est un problème d'échantillonnage? On va élargir notre groupe. On a décidé de laisser le sondage suivre son cours pendant plus de temps et ça ne fait que confirmer les données. Donc, c'est un sondage qui est basé sur des questionnaires scientifiques. Hein, donc, ce sont des questionnaires qui sont sérieux, qui sont validés dans la communauté scientifique et qui nous permettent de dépister les problèmes graves d'anxiété et de dépression clinique. Donc, c'est-à-dire des gens qui ont besoin d'une évaluation par des professionnels suite à ça. Et la grande majorité des personnes qui ont dû au sondage semblent avoir des symptômes qui sont en faveur de la dépression et de l'anxiété clinique et qui théoriquement nécessiteraient une évaluation plus approfondie par un professionnel de la santé. C'est quand même tout un problème de santé publique qui s'installe. Dans les symptômes qu'on voit de dépression, c'est de la difficulté à dormir, c'est de la tristesse, des gens qui pleurent, des gens qui perdent le goût de faire leurs activités quotidiennes, des gens qui perdent le goût d'avoir des loisirs. Dans l'anxiété, encore une fois, la perte de sommeil ou le sommeil dysfonctionnel, il y a des gens aussi qui dorment trop, qui se réfugient dans le sommeil pour ne pas faire face à tout ce stress qu'ils vivent dans la vie. C'est comme un cauchemar qu'ils vivent. Et puis, des gens qui font des troubles de panique, hein, le trouble de panique, c'est quelque chose qui s'exprime et qui se voit physiquement, le rythme cardiaque qui augmente, la sensation de vertige, la difficulté à respirer. Donc, ce sont des symptômes physiques aussi, et c'est des choses qui potentiellement peuvent être graves pour la santé. Est-ce qu'il y a des risques de mort? Est-ce que vous en connaissez des cas qui sont allés jusqu'à la mort? Donc, heureusement, pour ce qui est de l'échantillon de regroupement familial qu'on a, je ne connais pas personnellement, je ne pense pas qu'il y a eu des décès, mais il y a quand même des gens qui peuvent, donc il n'y a pas eu de décès fort heureusement, mais c'est quelque chose qui potentiellement, s'il n'y a aucune intervention qui est faite, qui risque de mener à des conséquences graves. Et sachez aussi que les problèmes de santé mentale qui sont vécus par les gens en attente de regroupement familial, c'est quelque chose qui peut mener à des problèmes de santé physique aussi. Hein. Puis les problèmes de santé physique, eux, par contre, pourraient mener à des situations graves, des crises cardiaques, des problèmes de diabète, et ça, indirectement, peut mener à des conséquences plus graves. Est-ce que cela peut aussi encourager la prise du cannabis, par exemple? Oui, tout à fait. Donc, spécifiquement, dans le sondage qu'on a réalisé, on n'a pas vérifié ça, la prise de substances, mais il est bien connu. Il y a plusieurs études qui sont faites chez plusieurs populations vulnérables, y compris des populations d'immigrants et des populations de gens qui ont ce genre de troubles de santé mentale clinique, là, donc l'anxiété et la dépression. Il est prouvé que ces gens-là ont plus de risques d'abus de substances. Et donc de prise de cannabis, qui est en fait un moindre mal parce qu'il peut y avoir des consommations de substances encore plus dangereuses, donc l'alcool. Il peut y avoir des consommations de drogues plus dures. Et donc, il est bien connu que l'abus de substances et la dépendance aux substances est un phénomène qui peut être retrouvé avec ce genre de problèmes de santé mentale là. Et c'est quelque chose que je souhaite explorer chez la population qui est en attente de regroupement familial et chez la population immigrante ici au Québec, là, avec le nouveau contexte d'immigration difficile qu'on a de plus en plus avec ce gouvernement-là. Docteur Hacha, croyez-vous que le gouvernement Legault soit au fait de tous ces mots-là qui guettent ces populations qui attendent le regroupement familial?
Très bonne question. Norbert, c'est une excellente. J'imagine que quelqu'un chez eux doivent lire les articles de presse. Certaines personnes doivent être éduquées, certaines personnes doivent être conscientes des problèmes de santé. Mais on dirait hein, qu'on frappe un mur avec ce gouvernement-là. C'est un mur. Ils ont non seulement un mur, ils sont aveugles, ils n'entendent rien, ils ont leur propre machine de guerre qui avance là en termes d'immigration et ils font fi de tout le reste. Là. On dirait que il n'y a aucune humanité, aucune sensibilité envers nous, du moins ils ne l'ont pas exprimé ouvertement. Le seul indice, c'est que j'ai été au Parlement là, avec deux de mes collègues de Québec réunifié. C'était au mois de décembre, sous l'initiative de d'autres parlementaires. Là, on a été et puis on a interpellé la ministre Christine Fréchette à savoir qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces personnes qui souffrent. Et elle a simplement dit qu'elle était sensible. Mais bon, honnêtement, la façon, il y a le verbal et le non-verbal hein, dans la vie, et puis le non-verbal est tout aussi important. Quand on dit qu'on est sensible sans absolument montrer aucune sensibilité, on est presque mieux de rien dire. Mais, Dr. Acha, qui attribuez-vous la faute au gouvernement fédéral ou au gouvernement québécois? Ah, bonne question. Hein. Je suis pas vraiment un expert en termes de politique d'immigration, mais d'après ce que j'ai compris avec mes collègues de Québec réunifié, c'est sûr que le gouvernement provincial actuel a des politiques qui sont discriminatoires envers de larges portions de la population québécoise et de larges proportion de la communauté immigrante. Mais le gouvernement fédéral aussi hein, semble pas faire sa juste part. Il y a quand même un accord qui s'appelle l'accord Canada-Québec, dont vous avez parlé ici auparavant dans d'autres émissions, qui demande, notre interprétation et qui est pas juste notre interprétation personnelle, mais c'est l'interprétation de plusieurs experts légaux. C'est que le gouvernement fédéral est le seul responsable de l'attribution du parrainage dans le cadre du regroupement familial et partout au Canada et incluant au Québec. Et donc, on pense aussi que le gouvernement ne fait pas sa juste part toujours. Donc, on est un peu pris entre deux partis qui se rejettent le blâme. Et on est un peu pris en otage là, entre le fédéral et le provincial. Dr. Acha, nous allons marquer une pause et nous revenons juste après la pause musicale. Ya estamos en
Gabon, ma parti Congo. Congo, ma parti Congo encore. Zaïre parti Lomé. Lomé, ma parti Mali. Mali, ma parti Burkina Faso. Burkina, ma tombé Côte d'Ivoire. Avec Adoni pour Nigeria. Lagos, ma parti Sénégal. Si demain traverser pas comme tomber Paris. Travailleurs émigrés, travailleurs émigrés, travailleurs émigrés, travailleurs émigrés. Yeah. Mon grand-père avait raison. Quand il me répétait toujours que mon fils, écoutez-moi bien, c'est très important pour ton avenir. Et moi je dis qu'est-ce que tu vas communiquer. Vivre à l'étranger c'est pas facile, mais pourquoi tu dis ça? Parce que l'argent que tu travaillais là-bas, et alors? C'est simplement pour payer ton loyer, payer nourriture, payer santé. Mais peut-être qu'il reste des souhaits d'avion. Bienvenue à notre émission hebdomadaire de ce samedi 10 février 2024 autour du thème de l'ESSI du repas familial au Québec. Pour en parler ce matin, nous recevons sur Migration FM le médecin Acha Sidani, gastro-entérologue et chercheur au Centre hospitalier Université de Montréal, professeur adjoint des cliniques à l'Université de Montréal, membre du collectif Québec Réunifié. Médecin Acha, dans votre histoire rendue publique par un journal de la place, vous dites, je cite, « Nous voulons fonder notre petite famille au Québec où j'ai vécu toute ma vie. Cependant, aux yeux du gouvernement, notre couple ne mérite pas sa place ici. Nous devons attendre 3 ans et plus si nous voulons y vivre ensemble. » Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Oui, donc merci Norbert de citer ces propos-là. En fait, c'est mon histoire personnelle, hein, puis c'est mon opinion personnelle, c'est sûr, mais je pense qu'elle serait partagée par plusieurs personnes qui sont en cours de regroupement familial. Donc, oui, moi j'ai vécu presque toute ma vie ici au Québec. Mes parents sont là. Mes parents commencent à être un petit peu plus âgés. Ma mère, notamment, ne peut pas voyager nécessairement. Elle peut pas. Elle commence à avoir des problèmes de santé. Donc, j'aimerais ça être auprès d'elle. Et puis, c'est pas toujours. On a chacun on a chacun notre désir de vivre au Québec avec notre famille. Moi, lorsque j'ai rencontré ma femme, on avait bien cette possibilité de fonder notre famille au Québec. Et puis, c'est ce qu'on a voulu. C'est notre choix personnel. Et puis, quand même, on vit dans un pays démocratique et on a ce désir-là. Et puis, pourquoi est-ce qu'on voudrait nous nier ce désir-là? Pourquoi est-ce qu'on voudrait nous nier cette opportunité de fonder notre famille ici? Donc, c'est d'abord le principe de j'aimerais, moi, pouvoir décider de qu'est-ce que je fais de ma vie. Hein? Donc, j'aimerais pouvoir décider où est-ce que je veux vivre et puis où est-ce que je veux fonder ma famille. Ça, c'est d'une part. D'autre part, je contribue, moi, personnellement, à la société québécoise, là, et beaucoup sacrifié pour en arriver là, pour avoir une carrière et pour pouvoir servir la population québécoise. Je travaille quand même dans le système public. Je travaille donc pour la population. Je soigne des gens vulnérables, des gens qui ont besoin de moi. Et Dieu sait que actuellement au Québec, le système de santé ne va pas super bien. C'est toute une autre problématique. Mais quand même, à chaque jour, je me réveille et je vais travailler 10 heures, parfois 12 heures par jour pour aller soigner la population du mieux que je peux. En plus, j'enseigne à l'université. J'ai ce privilège de pouvoir enseigner à l'université. Et puis, j'ai fait toutes ces études-là pour pouvoir faire profiter les futures générations de médecins. Parce que des médecins, on en a besoin. Les médias n'arrêtent pas d'en parler qu'il n'y a pas assez de médecins. Donc, je fais aussi ma part pour former de nouveaux médecins et de nouveaux spécialistes.
Alors, bref, pourquoi est-ce que le gouvernement ne voudrait pas qu'on s'installe ici? C'est le sentiment d'injustice qu'on a. C'est le sentiment d'injustice que moi je ressens actuellement, personnellement. C'est mon histoire personnelle. Chacun a sa propre histoire personnelle. Plusieurs personnes peuvent vous partager leur histoire personnelle et pourquoi ils se sentent, eux, euh, pris en otage par ce gouvernement. Alors que déjà, donc lorsqu'on parle de regroupement familial, c'est que déjà on est soit citoyen canadien, soit qu'on est résident permanent, ou du moins on a été accepté par le Québec pour vivre là. Alors pourquoi est-ce que le Québec, s'il nous a acceptés, nous, pourquoi est-ce que le Québec ne voudrait pas accepter notre famille immédiate? C'est ça la problématique actuelle. Est-ce que vous avez eu à réfléchir par rapport à une demande de visa visiteur pour votre épouse? On a déposé la demande de visa visiteur. Elle est en cours depuis le mois de novembre. Donc, 3 mois et plus, là, sans réponse. On a déposé le dossier et puis on est en train d'attendre. Donc, c'est sûr que c'est un petit pansement sur une grosse plaie, hein, ça, l'histoire du visa visiteur. Mais c'est quelque chose au moins qui pourrait aider. Mais on attend. Donc, les promesses là dont vous avez parlé la dernière fois, les promesses de visa visiteur en 30 jours pour les gens qui ont un dossier en règle au regroupement familial, ben, la réalité est que ça ne se fait pas de façon aussi, ça ne se fait pas comme promis. Donc, on est toujours en attente depuis 3 mois pour avoir ça et il n'y a aucune nouvelle depuis. Docteur Achard, pour justifier ce délai extensif du regroupement familial, le gouvernement parle des quotas stricts. Est-ce que vous êtes du même avis? Ben, évidemment pas, hein, puisque j'ai aussi un conflit d'intérêts dans cette histoire, puisque je fais partie des gens qui rentrent dans ces quotas, mais même à ça, pourquoi des quotas aussi stricts, hein? Pourquoi est-ce que notre catégorie doit avoir un quota strict pour rentrer au pays? Premièrement, est-ce que notre catégorie en particulier est nuisible, hein, au Québec? Est-ce que le fait est-ce que nos familles qui veulent rentrer sont nuisibles? Vous en avez parlé déjà en long et en large, là, dans d'autres émissions, mais rappelons-le encore. C'est une catégorie qui a beaucoup plus de points positifs à ajouter à la société que de points négatifs. On a nos propres, donc les gens qui vont nous rejoindre ont déjà un logement pour la grande majorité. Ce sont des gens qui sont, donc pour ce qui est des époux et des enfants, ce sont des gens qui sont déjà actifs dans la société, qui vont contribuer à la société, qui vont travailler ou qui vont être une future génération de gens qui vont être bien intégrés et qui vont travailler. Et les personnes qui vont nous rejoindre vont être immergées dans la langue française si c'est un problème de langue française qu'ils ont. Hein, moi, je parle français. La grande majorité des parrains-parraines parlent français et même une bonne majorité aussi des gens parrainés qui sont en attente de parrainage parlent déjà français et de par leur conjoint, conjointe ou de par leur langue maternelle. Donc, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'argument à savoir que l'immigration, c'est un privilège. Oui, certes, c'est un privilège. Alors, la question qu'on leur pose, c'est pourquoi nous nier ce privilège-là dans le regroupement familial? Est-ce il y a une raison particulière? Est-ce qu'il y a des points négatifs particuliers à ajouter? Donc, ça, c'est difficile à justifier. Donc, même ceux qui disent que c'est un privilège, il faut pas laisser rentrer tout le monde, pourquoi alors nous nier, nous? On n'est pas comme on n'est pas les familles qui peuvent le plus apporter actuellement à notre société. Ça, c'est d'une part. D'autre part, outre le fait que ce soit un privilège, comme ils disent, soi-disant, la famille, c'est un droit. Et c'est quelque chose qui est reconnu dans plusieurs chartes. Et donc, moi, je suis citoyen canadien. Je suis
je fais partie des valeurs canadiennes et le Canada a signé plusieurs chartes. Et ces chartes-là reconnaissent le droit des familles. Donc, premièrement, j'ai le droit d'avoir ma famille. Les résidents permanents aussi ont été sélectionnés. Donc, ceux qui sont résidents permanents et qui veulent parrainer leur époux, épouse et leurs enfants, ben, eux aussi ont des droits et ils ont le droit à leur famille. Et c'est quelque chose qui, à l'ONU, est reconnu comme étant un droit. Et le regroupement familial, la réunification familiale est spécifiquement mentionné des êtres humains. Donc, c'est pas juste un privilège de pouvoir faire le regroupement familial, mais c'est un droit aussi. Effectivement, il faut rappeler que dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, à son article 3, alinéa D, les textes insistent sur la réunification des familles au Canada. Médecin Sacha, le ministre Murphy doit comprendre qu'en matière d'immigration, il n'y a pas qu'une équation mathématique, mais avant tout des êtres humains. Ignorer cela mettra en péril l'intégration de toutes les catégories confondues d'immigrants. C'est vous qui le dites. C'est préoccupant, non? Absolument, hein, c'est dommage, hein, parce que nous sommes des êtres humains. Vos auditeurs, auditrices sont des êtres humains qui ont quelque chose à apporter au Québec, mais qui ont aussi des besoins, comme tout le monde, hein. Puis c'est pas juste les immigrants qui ont des besoins, ce sont tous les habitants du Québec, y compris les citoyens canadiens français qui ont des besoins. On peut débattre qu'ils ont peut-être plus de besoins que d'autres, mais quand même, tout le monde a des besoins. Mais, donc, ce sont tous des êtres humains. Or, le MIFI et la ministre Christine Fréchette, donc, revenons, on a parlé tout à l'heure de l'histoire là, de la sensibilité hein, ou du manque de sensibilité, que la seule chose que la ministre nous a répondu au Parlement, c'est qu'elle était sensible à ça sans montrer aucune sensibilité. Et donc, suite à ça, après avoir dit qu'elle est sensible, elle recommence à nous sortir ces chiffres et ces chiffres et ces chiffres et ces chiffres. Et donc, pour eux, là, c'est vraiment l'équation mathématique de voici qu'est-ce qui va rentrer, voici ce qu'on veut. Mais l'humanité là-dedans, il n'y en a pas. C'est quand même déplorable. Ils n'ont pas d'humanité et ils ne voient pas les immigrants comme des êtres humains qui ont des besoins, mais qui ont aussi quelque chose à rapporter. Ce qu'ils veulent, ce sont des immigrants économiques qui vont participer, qui vont être exploités pour le Grand Québec, pour devenir, pour faire partie de l'économie, pour faire fonctionner le Québec. Mais j'ai peur que même ces immigrants économiques-là, avec la mentalité actuelle du MIFI, qu'on ne va pas non plus adresser leurs besoins. Parce que même si on est travailleur économique, à un moment donné, on a des besoins. Moi, j'en vois tous les jours. Je vois beaucoup à l'hôpital, aux urgences, là, des gens qui sont immigrants économiques. Je vois aussi beaucoup de réfugiés. Ce sont des gens qui sont courageux d'abord d'être ici et qui ont vécu beaucoup de choses et qui ont aussi des besoins en termes de santé, tout comme monsieur, madame, tout le monde qui vit au Québec. Est-ce que vous êtes arrivé parfois face à cette situation d'imaginer d'aller vivre à Toronto ou en Ontario pour pouvoir accélérer ces procédures-là? Donc, c'est sûr qu'on y réfléchit tout le temps, hein, à savoir que c'est la solution facile, hein, mais je comprends qu'il y ait beaucoup qui soient tentés de faire cette solution-là. En bout de ligne, si on a de la dépression à 97% chez 97% de nos membres et de l'anxiété chez 73%, pourquoi est-ce qu'on voudrait sacrifier notre santé physique et mentale pour ça là, c'est notre vie après tout, hein. Mais puis c'est sûr que moi j'y ai réfléchi. J'ai quand même je suis médecin et puis des médecins il en manque un peu partout au Canada. Donc je ne pense pas avoir beaucoup de difficultés à trouver du travail ailleurs au Canada. Mais c'est pas ça que je veux pour plusieurs raisons. Un, c'est parce que j'ai quand même toujours été au Québec là. Puis
j'ai mes parents qui sont là, j'ai ma famille qui est là, ma mère tout à l'heure, là, qui commence à avoir des troubles de santé. J'aimerais ça être près d'elle. Donc, pour moi, c'est pas la meilleure chose à faire. Mais, puis d'autre part, ben, l'autre raison, c'est que j'ai quand même bâti ma vie ici et ma carrière ici et que je sers la population québécoise. Moi, je vais au travail à tous les jours. J'ai beaucoup de patients. Je suis plusieurs centaines de patients. Je vois plusieurs milliers. Ça, ces gens-là, quand même, et là, heureusement, la grande majorité est reconnaissante d'avoir vu un médecin et d'avoir eu des soins. Et donc, j'aimerais continuer à faire ce travail-là. Donc, c'est pour servir la population et aussi pour ma vie personnelle. Ce n'est pas mon premier choix. Donc, ça, c'est sûr, c'est pas mon premier choix. Donc, je préférerais... Est-ce que votre conjoint est déprimé par rapport à cette situation-là? Ma conjointe commence à avoir quand même à ressentir de l'angoisse. Faut savoir que ma femme Yulia, elle est quand même très courageuse à la base. Hein. C'est une personnalité forte. Puis elle a quitté en fait la Russie à l'âge de 21 ans, toute seule, hein, pour aller s'installer aux Émirats Arabes Unis, pour aller trouver du travail. Donc, elle a été immigrante, elle aussi, hein, de cette façon-là. Puis, elle a réussi à trouver du travail, à finir ses études universitaires en même temps. Donc, c'est une personne qui est fonceuse et qui ne se laisse pas abattre facilement. Donc, elle a quand même bien tenu le coup jusque-là. Mais c'est sûr que le fait d'être séparés, là, on fait ce premier anniversaire de mariage. Et dans le fond, ça fait 1 an qu'on se voit peut-être 10 jours à tous les 3 mois. Donc, c'est sûr, c'est pas l'idéal. Et puis, on commence à être un peu stressé par cette situation, surtout par le fait qu'on ne voit pas d'issue à très, très court terme, là. Donc, à moins qu'elle ait son visa de visite, à moins qu'on réussisse à faire débloquer les choses politiquement ou judiciairement, mais ça peut prendre un certain temps. Donc, c'est sûr qu'elle aussi, elle fait partie de ces personnes-là qui expriment de l'anxiété ou de la dépression. Et petit à petit, ça commence à s'installer. Dans sa déclaration du 26 mai 2023, le ministre fédéral de l'immigration, Sian Fraser, dit, je cite, « Le regroupement familial par l'immigration n'est pas seulement une question de compassion, c'est un pilier fondamental de la société canadienne. » Est-ce que c'est de la démagogie, ça? Ben, c'est ça, hein, les mots sont là, mais où sont les actions après ça, hein? Qu'est-ce qu'ils font pour ça? Le fédéral pourrait faire régler les choses assez rapidement. Je comprends que la politique, c'est pas quelque chose de facile, mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on est pris en otage entre le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, et puis c'est le fait que le Québec là ne tient pas compte de ce droit fondamental là et ne tient pas compte de la contribution de l'importance que les familles peuvent avoir au Québec, c'est quand même inquiétant. Professeur Sacha, nous marquons une pause musicale et nous revenons juste après. À tous mes amis d'Afrique, chauffez, balancez, chauffez, balancez, chauffez, balancez. Owani, local in the way. Owani, local in the way. Quand la terre est encore terre, tout le monde était frère. Et maintenant c'est parti. À tous mes amis de taxi, balancez la sauce. Dino Nida, Alodia, et l'eau pour l'île,
Nous poursuivons notre émission hebdomadaire. Nous recevons ce matin sur Migration FM en direct le médecin Acha Sidani, gastro-entérologue et chercheur du Centre hospitalier universitaire de Montréal, professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal, membre du collectif Québec Réunifié. Médecin Acha, comment se porte le collectif Québec Réunifié? Honnêtement, c'est un honneur de faire partie de ce collectif-là. Je les ai découverts l'été dernier. C'est un collectif qui s'est rapidement mis en place, qui est devenu maintenant une organisation à but non lucratif, en bonne et due forme, qui compte plus que 1000 membres, qui compte des gens qui sont mobilisés, qui sont passionnés et qui sont talentueux, chaque personne là-dedans a beaucoup à apporter. Il y a des gens, et en fait, c'est une représentation du regroupement familial. C'est vraiment c'est une preuve comme quoi les gens qui sont en regroupement familial, ce sont des gens qui sont actifs et qui contribuent à la société. Ce sont des gens talentueux, ce sont des gens qui ont beaucoup à apporter. Et la preuve, on a fait tout un collectif, des gens impliqués dans le design, dans le sociaux, des gens qui sont connaissants dans le juridique, des gens qui sont en santé, qui travaillent dans le milieu de la santé, des gens qui travaillent en finance, qui travaillent en gestion. Et donc, c'est une machine qu'on s'est créée. Et honnêtement, le gouvernement du Québec devrait se méfier, ainsi que le gouvernement du Canada. Il devrait se méfier de nous, il devrait nous écouter, parce que vraiment, nous avons
plusieurs actions et nous avons une stratégie pour venir à bout de cette injustice et je suis pas mal fier de faire partie de cette organisation-là et je recommande à toute personne qui est en processus de parrainage de rejoindre ce collectif-là. C'est un collectif qui est là pour aider et pour se soutenir mutuellement, pour ne pas qu'on soit seul, hein, puis qu'il y a des gens qui vivent ça comme nous et qu'il y a des solutions à apporter et qu'on fait de notre mieux pour apporter ces solutions-là. Croyez-vous que la pétition initiée par votre collectif fera bouger les lignes? À faire bouger les lignes. Est-ce que toute seule, elle va renverser la vapeur? Peut-être pas, mais elle va contribuer à faire bouger les lignes, certes. Et puis on l'a déjà vu, hein. C'est la semaine qui vient de passer, donc la lettre a été publiée. Il y a des médias qui en ont parlé. Il y a des articles de plus en plus dans la presse et qui sont sensibles à notre cause et qui commencent à plancher sur des reportages, des dossiers pour mettre à l'avant cette problématique. Et on a eu un petit vent peut-être que la ministre a presque évoqué notre problématique en mêlée de presse, presque. Hein, c'est déjà pas mal mieux que pas du tout, en disant que Ottawa devrait respecter les quotas, etc. Mais bref, on voit grâce à ça que les partis politiques et que les gouvernements sont maintenant au fait de notre problématique-là. Et le fait qu'on ait des partis d'opposition qui ont signé ça, c'est quand même très bien. On a plusieurs organisations de lutte contre d'autres injustices qui ont signé aussi. Et puis ça montre au gouvernement que c'est quelque chose de sérieux, que le problème est sérieux, mais que les gens qui veulent mettre un terme à ça sont sérieux aussi. Québec solidaire et le Parti libéral, dans une déclaration récente, estiment que la crise du regroupement familial est un enjeu de droit fondamental. Est-ce un soutien là pour vous, hein? Est-ce que, pardon, répétez votre dernière question? Est-ce que c'est un gros soutien pour le collectif? Absolument, ben oui, un gros soutien. Donc c'est sûr que le collectif Québec réunifié, c'est un collectif qui est non partisan, hein. Il n'adhère pas à un parti politique. Il est là pour juste lutter contre cette injustice-là et tout soutien qu'on a de partis politiques est super important. Puis oui, ce sont deux soutiens très importants parlementaires et ce sont des soutiens qui vont pouvoir mettre de la pression politique sur le gouvernement. Donc ce sont des alliés politiques. Il faut avoir des alliés politiques, des alliés dans la société générale, des alliés judiciaires aussi. Il faut avoir toutes sortes d'alliés pour venir à bout et puis combattre tous les fronts. Au-delà de l'Assemblée nationale du Québec, est-ce que vous vous êtes adressé au niveau du fédéral? L'Assemblée nationale au niveau du fédéral? Donc le collectif Québec réunifié, avant que je fasse partie de ça, a eu des rencontres avec le cabinet du ministre de l'Immigration, Mark Miller, lorsqu'il a pris quelques semaines, ou peut-être 1 ou 2 mois après qu'il ait pris les rênes de ce ministère-là. Donc ils ont réussi à rencontrer le cabinet, à évoquer les points qu'ils voudraient améliorer. Donc, c'est sûr qu'avec le gouvernement fédéral, c'est aussi un peu ce qu'on déplore, il n'y a pas eu beaucoup de retours suite à ça, publiquement. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de réponses à nos questions spécifiquement, mais que peut-être il y a un peu d'espoir avec le fait que le ministre Miller a mentionné notre cause en direct à la télé, à l'émission Les coulisses du pouvoir, donc qui est quand même une émission importante en termes de politique. Et donc la samedi dernier, notre cause a été spécifiquement mentionnée par Miller, sans même que on le harcèle autant que ça, là.
Et puis, donc ça c'est d'une part. D'autre part, ben, on voit qu'il y a des petits changements peut-être qui s'effectuent dans les coulisses par rapport au visa visiteur, que petit à petit, peut-être que le gouvernement peut-être que IRCC, là, Immigration Canada, a envie de prioriser les demandes de visa visiteur. Donc, il y a certaines petites choses qui sont positives, mais c'est sûr pas la grande transparence de la part et la grande communication de la part du fédéral. Mais c'est déjà mieux que zéro communication de la part du provincial, à part une seule rencontre avec le cabinet de la ministre Fréchette l'automne dernier qui s'est soldé par bon, une écoute, là, mais après ça, on nous sort des chiffres. Médecin Acha, nous allons ouvrir l'antenne aux auditeurs pour prendre quelques questions s'il y en a. Apparemment, pas de questions du côté des auditeurs. Donc, médecin Acha, en tant que médecin, quel mot de fin pour toutes ces familles qui attendent? Donc, pour toutes ces familles, je vous souhaite de rester d'abord en santé, hein, puis de prendre soin l'un de l'autre. Vous avez donc des familles qui sont séparées ou qui sont dans un statut plus ou moins précaire peut-être ici au Canada en attendant la résidence permanente. Et donc, je vous conseille de prendre soin l'un de l'autre, de vous écouter et d'être sensible au fait que chaque personne peut vivre un certain stress, hein, donc de la dépression, de l'anxiété, mais aussi peut-être des problèmes de santé physique. Et s'il y a des problèmes de santé, je vous invite fortement à consulter dès que possible là, pour ne pas éviter que ça s'empire. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ce serait bien de rester quand même en santé en faisant des activités, en essayant des loisirs, de l'activité, faire de l'activité physique, de bien manger. Donc, je suis conscient aussi que plusieurs personnes qui sont en regroupement familial, ce sont des gens qui ont immigré eux-mêmes au Québec, hein, ou qui viennent de pays africains, européens ou peu importe. Là, parmi vos auditeurs, c'est surtout ça. Et sachez que le fait d'immigrer, c'est quelque chose qui est déjà un stress physique quand ça va bien. Hein. Donc, pourquoi? Parce qu'on arrive au Canada, on a un climat tout à fait différent, on a une diète qui est tout à fait différente. Et ça, on le sait très bien. Hein. J'ai moi-même fait des recherches là-dessus, à savoir que pour savoir un peu qu'est-ce qui arrive chez les populations immigrantes et pourquoi plusieurs personnes ont, par exemple, des troubles digestifs. C'est super fréquent de voir des gens qui arrivent au Québec qui ont des problèmes digestifs, qui ont de la difficulté, de la diarrhée, qui ont des maux de ventre, qui ont la peur au ventre, hein, un peu des choses comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Et ce qu'on voit, c'est que en bonne partie, nos bactéries dans l'intestin changent vraiment hein, quand on change de pays et ça affecte notre santé au niveau des intestins et au niveau
partout dans notre corps, incluant au niveau de notre cerveau. Notre intestin, c'est notre deuxième cerveau. Et donc, il faut prendre soin de soi quand on immigre et quand on vient dans un nouveau climat et une nouvelle alimentation. Il faut vraiment prendre soin de sa santé et être conscient qu'il va y avoir des changements au niveau de son corps et des changements au niveau de son état mental. Donc ça, déjà, quand ça va bien, immigrer, c'est quelque chose de difficile. Alors, dans le regroupement familial et que vous êtes séparés de votre famille, c'est encore plus difficile. Alors, je vous conseille à consulter au besoin et je suis moi disponible aussi pour discuter avec des auditeurs qui auraient des problèmes de santé qu'ils voudraient adresser. Là, je suis disponible aussi. Merci, professeur Acha, d'avoir accepté notre invitation. C'est ici que prend fin notre émission de ce jour autour du thème regroupement familial au Québec. Bien entendu, toutes nos reconnaissances à Québec réunifié qui chapeauté par qui chapeaute ce noble combat et dirigé avec détermination par sa coordonnatrice Marie-Gervaise Pilon. L'émission de ce jour a été animée par votre humble serviteur que je suis, journaliste et consultant réglementaire d'immigration canadienne. Assisté depuis le Cameroun par le journaliste Fanny, la marraine d'immigration FM. Et bien entendu, l'homme de l'ombre sans qui cette émission n'aura pas eu lieu, le technicien Alain Ziggy depuis le Cameroun. Au revoir et à la samedi prochain si Dieu le veut. Faut pas dormir, faut travailler. Travailler, c'est ça la vie. Jacoundé, qu'est-ce que tu vas faire toi là? À Bambambé. Il n'y a pas moyen dans la vie, il faut simplement débrouiller. Débrouiller, c'est ça la vie. Il n'y a pas moyen. D'abord, il m'a parti Congo. Congo, Casa. Congo, m'a parti Congo encore. Ça y est, un bon gars. Ça y est, parti Lomé. Il n'y a pas moyen. Lomé, m'a parti Mali. Chez mon ami Diallo. Il était Mali, m'a parti Burkina Faso. Il n'y a pas moyen. Burkina, m'a tombé Côte d'Ivoire. Ayamoussoukou. À Roni pour Nigeria. Il n'y a pas moyen. Les gosses, m'a parti Sénégal. À la Calais. Décidément, traverser pas ton tombé Paris. Travailleurs émigrés, travailleurs émigrés, travailleurs émigrés, travailleurs émigrés. Yeah. Ah, mon grand-père avait raison. Quand il me répétait toujours que mon fils, écoute-moi bien, c'est très important pour ton avenir. Et moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas encore me dire? Vivre à l'étranger, c'est pas facile, mais pourquoi tu dis ça? Parce que l'argent que tu travaillais là-bas, et alors? C'est simplement pour payer ton loyer, payer nourriture, payer